Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith, alors que notre collègue Mimefo a passé sa deuxième nuit à la prison centrale de Newbel, ce qui nous permet une fois de plus de monter les propos de dénonciation pour que soit libéré Mimefo, qui, comme vous le savez, est une journaliste professionnelle. En tout cas, cela nous fait dire que nous, à Equinox, nous sommes profondément patriotes, nous aimons le Cameroun, aimons tellement ce pays. Nous rêvons d'un Cameroun paradis pour tous les Camerounais. Nous, à Equinox, nous croyons en la République au sens de Jean Jaurès, une République qui est un acte de grande confiance. Et donc, instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes les règles communes à leur action, qu'ils seront institués et qu'ils seront concilier la loi, concilier la loi et la liberté. Qu'ils sauront concilier la loi et la liberté. C'est ça la République. C'est comme ça que nous voyons la République, Madame, Messieurs. Nous, à Equinox, nous sommes extrêmement patriotes, éminemment amoureux de la patrie et du Cameroun. C'est pourquoi chaque matin, nous parlons pour que tous les Camerounais, surtout ces personnes qui sont malades de choléra, ces personnes qui manquent de à manger, ces personnes-là puissent espérer et voir le Cameroun être protecteur de leurs envies, de leurs désirs, de leurs besoins, mais surtout de leurs desiderata. Voilà le Cameroun que nous voulons, voilà le Cameroun dont nous rêvons, Madame, Messieurs, ce Cameroun où les énergies se mettent en place pour évidemment le bien commun, le bien de tous les Camerounais, On va également ce matin dire que la sortie du ministre de la Communication d'hier à travers ce communiqué vient une fois de plus nous montrer combien la présence de Mimefo à la prison centrale de Newbel est juste une question incompréhensible, puisque si on se tient donc aux articles visés par le communiqué du ministre de la Communication, article du Code pénal, on se demande bien que fait donc Mimefo à la prison centrale de Koningui, puisque ces infractions qui sont visées par le Code pénal relèvent uniquement de la justice qui n'est autre chose que militaire, qui n'est pas militaire en tout cas. C'est ce qu'on pourrait dire ce matin. On aura l'occasion, Madame, Messieurs, de revenir plus amplement sur toutes ces choses, mais permettez-moi quand même de revenir, et ça va être un peu long, sur ces phrases du pasteur Martin Niemöller, qui a été déporté en 1937 dans un camp de concentration. Et qu'est-ce qu'il disait? Je le cite. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Et puis, quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Madame, Monsieur, voilà ce qu'on peut dire ce matin face à l'indifférence qu'on observe de la part de certains Camerounais. C'est à se dire qu'ils sont tous devenus fous. En tout cas, on s'interroge ce matin clairement au cœur du 10-12 Le Zénith de ce 9 novembre 2018. Bonjour à vous, Charlamel Bachou. Charlamel Bachou, Madame, Monsieur, bouche cousue, motus bouche cousue. On peut revenir sur Charlamel Bachou pour constater ce qui est fait contre la presse. On va dire que toutes les conventions internationales évidemment condamnent cette manière de museler la presse. Si on prend par exemple le pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 19, lequel article 19 reprend la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples de 1948 de l'ONU, on se pose bien des questions ce matin. Également sur le plateau, Karine Sontia, bonjour et bienvenue.
Bonjour Eric Fopossi, bonjour à nos téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce jour, on va s'intéresser à cette deuxième nuit passée par Mimi Mefo à la prison centrale de Newbel. Et puis, on va aussi s'intéresser au communiqué du ministre de la Communication. Et puis, on va terminer avec les réactions de la presse ce matin. Et donc, rendez-vous pris à 11h05 en espérant qu'il n'y ait pas de coupure d'énergie électrique ou autre panne technique indépendante de notre volonté. Vous savez, hier, on nous signale que dans les quartiers au Cameroun, on a eu 3 à 5 coupures au cours de l'émission. Donc, on espère qu'on aura l'occasion à 11h05 de vous dire ce qu'il en est de cette affaire. Il me faut, puisque nous parlerons beaucoup de droit, surtout de cette loi de 2017/012 du 12 juillet 2017 portant code de justice militaire. On reviendra sur l'article 4 de cette loi de 2017 sur le code de justice militaire. On parlera également de l'article 9 de la Constitution qui parle de la proclamation par le chef de l'État de l'état d'exception, ce qui n'est pas encore le cas au Cameroun. Donc on verra effectivement tout ce qui rentre dans ces logiques-là. On parlera aussi, pourquoi pas, du code pénal et de ces articles qui ont été avancés hier par le ministre de la Communication, l'article 154 et l'article 113 du code pénal. Madame, messieurs, nous reviendrons clairement là-dessus. Également sur le plateau ce matin, Bobo Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Monsieur, vous avez commencé par citer un pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis même pas chrétien, mais je m'aligne à votre suite en citant un autre pasteur, Martin Luther King, qui avait dit, je cite, « Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur des choses graves. » Fin de citation. Et nous autres, initiés africains, nous disons, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Merci beaucoup. Bon, Bengan, qu'on aura évidemment au cours de l'émission. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rester fidèles. Il y a tellement de choses à dire. Nous avons tellement de choses à dire. Et j'aimerais ici reprendre les propos à votre suite d'Hilaire Kamga ce matin sur Radio et Equinox, lorsque nous faisions l'émission Bonjour Chivon, on refait le Cameroun. Il a dit exactement ceci. En 1990, on avait incarcéré Célestin Monga et Pius Ndiawe à Newbel suite à une lettre ouverte, donc écrite par le même Célestin Monga à Paul Biya et sa publication dans le journal Le Messager de Pius Ndiawe, ce qui avait débouché sur les braises connues de cette époque-là. Donc fin de citation Hilaire Kamga ce matin sur Radio Equinox. Donc on reprend cela au cœur du Zénith, madame, messieurs, ce matin. Démarrons l'émission comme chaque matin avec la première articulation. On va parler de l'histoire du jour et vous savez qui se pointe lorsqu'on évoque cette partie tranchante de l'émission. Il s'agit de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas tout bon de mon côté, Eric. Je vais saluer tous ceux qui nous regardent du côté de la prison centrale de Newbel. Je salue Mimi Mefo. Comment tu as dormi, ma chérie? Je veux savoir si depuis hier tu as mangé, si tu t'es lavé même. C'est ce que je veux savoir. Je suis dépassée par les événements. Ce matin, on fait un soir à Yaoundé, au quartier Lonkak à Yaoundé. C'est une dame qui m'a parlé de ses problèmes. On a causé. Elle a besoin de vos conseils. Le couple a besoin de vos conseils. Elle travaille dans une société de la place à Yaoundé, une société que tout le monde connaît, mais je vais taire le nom. Monsieur de son côté aussi travaille. Mère de 2 enfants. Madame que j'ai surnommée femme au foyer, très respectueuse et très belle. Voilà son nom que j'ai mis. Mère de 2 enfants, femme au foyer, très respectueuse et très belle. Elle me dit hier que ouais, n'est-ce pas, on a dit que dans un couple, il faut le dialogue. J'ai dit qu'on dialogue quand ça ne va pas. Ce qui l'arrange au point où elle a besoin de vos conseils, c'est que ça fait pratiquement 9 mois qu'elle travaille dans une société de la place à Yaoundé bien connue. Mais, depuis mardi, son époux l'a appelé pour lui dire, chérie, je veux qu'on cause. Causons. Elle aussi, en partant tant de ses tympans,
pour écouter monsieur, elle croyait que monsieur allait lui dire quoi. Voilà ce que monsieur lui a dit. Monsieur lui a dit, chérie, comme tu travailles à partir de lundi-ci, vous aimez le quantième mot. Il y a là le truc sur ma tête, je ne me souviens plus des dates. 13, lundi prochain. Ministre est toi en prison, Eric. Oui, c'est ça. Non, il y aura son procès Il y aura lundi. son procès lundi prochain. 10, 11, 12, le 10 et 12. Voilà. Lundi, Donc le lundi qui est devant le 12 là, monsieur a dit qu'elle va commencer à donner l'argent de ration à la maison. Et madame va commencer aussi À donner l'argent de la ration. Que chérie, tu vas commencer à donner l'argent de la ration parce que tu travailles déjà. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas. Qu'elle peut contribuer au câble, qu'elle peut donner l'argent du câble. Payer même le bus des enfants, non, payer à l'école, le bus des enfants à l'école. Si elle veut même, elle dit qu'elle peut payer le bus, contribuer, donner l'argent du câble et contribuer à la maison si elle veut. Monsieur estime qu'il n'y a pas l'amour. Il dit que non, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'allais pas dire ça. Elle aussi dit que l'argent de ration là, c'est beaucoup. Car nos jours-ci, le panier de la ménagère s'ouvre. Elle ne se voit pas en train de dépenser chaque jour pour aller préparer la nourriture. Qu'il est homme, il doit être responsable de ses actes. Monsieur dit, où tu laisses le travail, si tu travailles, je vais savoir que tu vas rationner à partir de lundi. Mais du moment où tu me racontes que tu ne peux pas rationner parce que tu as aussi tes problèmes, on ne va pas s'entendre. Donc les deux sont à couteau tiré. Vous, chère dame, vous qui me regardez là, vous qui travaillez, dites-moi un peu comment vous gérez le foyer. C'est vous qui payez la scolarité des enfants ou c'est toujours monsieur qui paye parce que vous travaillez? C'est vous qui rationnez ou vous rationnez parce que vous voulez ou pas parce que monsieur a dit. Il n'a pas imposé, il a dit, s'il te plaît chérie, j'aimerais qu'à partir de lundi, tu commences à rationner. Donc, dites-nous comment vous fonctionnez dans le foyer. Soit vous aidez, soit monsieur qui est en difficulté. Soit il y a des jours où vous rationnez ou les jours que vous ne rationnez pas. Oui. Il faut forcément attendre qu'il rationne. Ou en tant que responsable et chef de famille, il doit assumer jusqu'au bout. Comment gérer ça? C'est que depuis je suis perturbé, Eric. Donc mes questions là... Non, c'est une question très pertinente. Je suis un peu... Il y a un trou sur ma tête depuis avant-hier. Voilà. Donc, tu es, on va dire, je suis bouleversée même. affecté par cette situation. Oui, par cette situation qui me tourmente le cœur. Tourmente le cœur, oui. Voilà. Donc je m'arrête là et tu reprends avec ton public et je reviens. D'accord. J'ai perdu le poids, Eric, tel que tu me vois. Oui, ça se voit. Je ne dors pas, En tout cas, j'ai déprime à mon frère. nous sommes tous comparés, nous sommes tous comme Je ça ne vois pas depuis quelques 48 heures à Equinox, donc on comprend parce que on ne peut pas rester silencieux, hein, pour reprendre ici les termes de Martin Luther King repris ce matin par Boro Bengan, donc c'est bien compréhensible. Madame, messieurs, l'histoire de ce matin nous permet de parler de budget, et quand on parle de budget, vous savez à quoi on pense? On pense à cette session parlementaire du mois de novembre qui va déboucher sur le vote du budget 2019, ce qu'on appelle la loi de finances 2019. Donc on va parler de budget au sein du couple, donc en matière de dépenses et en matière de recettes. Et là, il s'agit ici de voir comment la femme doit apporter du sien, ou bien dans cette affaire, dans sa contribution en termes de dépenses, hein, dans le foyer. Il se trouve que la femme qui travaille est une poche de recettes aussi pour un foyer. Et comment donc on gère cette poche de recettes? Il y a ceux qui pensent que l'argent de la femme, c'est pour elle et pour sa famille. On va voir si ça se confirme dans l'histoire de ce matin, hein, dans le libellé ou dans les échanges ou le décryptage que nous en ferons. De toutes les façons, je commence par vous, Boro Bengan, avec l'exigence de cet homme. Est-ce que c'est une exigence compréhensible, recevable? C'est compréhensible ou pas, mais c'est recevable. C'est recevable sur le fond et sur la forme. Sur le fond et sur la forme. Eh oui, non, il faut comprendre les évolutions dans l'organisation du foyer de la famille en Afrique. Oui. Hier, parce que vous qui allez à l'église, j'entends souvent l'expression que vous utilisez, la fête des récoltes. La fête des récoltes. L'origine de cette fête des récoltes, justement, est dans l'organisation sociétale africaine. Et ça se passait comment? L'homme qui fait le champ, il défriche, et la femme cultive. Pendant les récoltes, il y a donc, on vient donner. La femme donne. Et il ne donne pas tout. C'est-à-dire, on choisit, si c'est les ignames, les meilleurs ignames, on donne à l'homme. Les pistaches, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait, et
il y avait donc une quantité qu'on réservait. On vous parle du grenier. Du grenier, oui. Ouais, j'ai entendu le chef de l'État dire il faut que le Cameroun devienne le grenier de l'Afrique centrale, alors qu'il fait tout pour détruire ce grenier. Là, il n'y a même pas de champ. Les grains. Bon, voilà comment ça se passait. La femme a le devoir que chaque fin de récolte, on réserve à son mari. Le mari, lui également, puisque c'est lui qui se bat pour toute la famille, fait la chasse, la pêche et tout, il faut que la cuisine et tout, le bonheur de la famille soit. Voilà l'Afrique traditionnelle. Maintenant, oui. avec l'arrivée de notre jonction avec les Occidentaux, oui, il s'est posé un problème que nous avons accepté d'envoyer nos filles à l'école. Quand elles sont revenues, elles ont commencé à perdre certaines notions. On vous dit, elles veulent être à côté. On dit, il faut toujours dire que la femme est à côté de l'homme. Elle s'est donc placée à côté de l'homme et elle s'est retrouvée devant l'homme. Alors on voulait dire quoi? La femme n'a rien dit. Surtout en matière d'argent. Elle n'a rien dit, on a constaté ce qu'elle faisait. Et ce qu'on a constaté, c'est que, vous l'avez dit, son argent, c'est pour elle et sa famille biologique. Elle commençait à oublier qu'on l'a envoyée en mariage, c'est-à-dire qu'elle a changé de nom. Donc, en réalité, ça fait, elle ne sait plus qu'on ne va pas l'enterrer dans sa famille biologique. Mais elle laissait tout à l'homme. Je vous prends un seul exemple qui existait, parce que nous, on était mieux avec la polygamie. Oui. C'est trouvé que la femme qui vient en mariage, elle peut trouver que la troisième épouse de son papa avait un enfant qui avait le même âge que son propre enfant à la maison. Oui. Quand les deux enfants sont à la maison, vont à l'école, ils ont le même problème. La femme va s'occuper de son petit frère et va laisser son propre fils. Et ça a scandalisé les gens. Mais vous dites, mais cette femme-là, c'est qui? Vous ne pouvez pas imaginer. Elle s'occupe de son frère et laisse son propre fils. Elle dit non, attends ton père. Mais pourquoi les enfants ont un problème de cahier? Les deux sont dans la même classe, ils ont un problème de cahier. Pourquoi ne peux-tu pas acheter les deux cahiers pour les deux enfants? Elle dit non, non, ton père s'occupe de toi. Donc ça a commencé comme ça, petit à petit, jusqu'au jour où vous avez commencé à parler de l'émancipation de la femme. Après, Beijing est arrivé. Maintenant, c'est le gender et tout. Oui. C'est des concepts qu'en fait, n'ont pas de contenu sociétal, ont un contenu de désorganisation plutôt, puisque ça a un contenu individuel. Ça n'a pas un contenu sociétal. Et donc, on peut considérer que la réponse ou le refus catégorique de cette femme constitue une sorte de paradoxe d'une place que la femme voudrait avoir en termes d'émancipation, mais qui refuse d'en assumer la contrepartie, du moins, les conséquences de cela. Absolument. Oh, oui. Absolument. Au lieu donc, elle a dit, il ne faut jamais dire derrière chaque grand homme, c'est Kanougan, il faut dire à côté de chaque vent. D'accord. Elle est donc à côté. Oui. Pourquoi donc ne peut pas comprendre? Elle ne peut pas prendre l'engagement elle-même. Chérie, je suis resté au chômage, maintenant je travaille depuis 9 mois. Oui. La ration que tu donnais, c'était de 60 000. On va faire moitié-moitié, puisque c'est le gender, c'est ce que vous dites, non, moitié-moitié. Tu donnes, apporte 30, j'apporte 30 000. La scolarité des enfants, l'État dit non, moi c'est le câble, c'est peut-être 2000, voilà. Comme ça, oui. Voilà. C'est-à-dire que même le gaz qui finit, elle va croiser les bras. On va vous dire non, vous attendez. Y compris, elle peut avoir même vous exiger de lui donner l'argent, même de son lait, de son traitement personnel, alors qu'elle a l'argent. Parce qu'effectivement, son argent, c'est pour elle et sa famille biologique. Oui. Et c'est là où les discordes ont commencé, qui ont influé, même sur, quand vous entendez aujourd'hui les femmes fuir les rites de veuvage. Donc en fait, c'est ça. Parce qu'elle a, bon, permettez l'expression, elle a terrorisé son mari. Au point où, quand son mari arrive à mourir, elle sait que ses belles-sœurs, toute la famille savait que notre fils ne parlait plus. Depuis que cette femme-ci travaille, donc, elle fuit,
Elle commence à dire, oui, il y a des sorcelleries. Bon, on terrorise la femme. Et aussi, les Nations Unies vont venir dire, oui, mais la femme l'a perdu son mari, vous la terrorisez, pourquoi? Donc, elle doit normalement et équitablement participer au budget de fonctionnement de la famille. Mais pour comprendre psychologiquement les femmes qui sont dans cette disposition dans l'état d'esprit de l'histoire de ce matin, ça relève de quoi? C'est un sentiment de rester dominé parce que, ayant été se considérant comme tel, donc du coup, cela s'apparentant à un paradoxe, comme je l'ai dit, ou c'est une volonté d'avoir le beurre et l'argent du beurre? Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on sache de quoi. En réalité, la femme ne sait pas pourquoi elle est instruite, pourquoi elle est allée à l'école. D'accord. Et j'aime le rappeler ici, lorsque la grande royale a dit, parce que lorsque l'heure est grave, c'est la femme. Voilà, c'est la femme qui parle. Et la femme a dit quoi au peuple africain? Aller apprendre à vaincre sans avoir raison. Et ce qu'on va y gagner ne vaut pas ce qu'on va perdre. Donc, la femme a donc perdu et elle ne sait pas ce qu'elle a perdu pour faire la compensation. D'accord. Elle est allée, on lui a inculqué des idées, elle est venue se les approprier, qui l'ont amenée à l'individualisme, elle oublie même sa propre famille. Donc, en fait, c'est ça le paradoxe qui se vérifie aujourd'hui. Et c'est cette situation qui amène souvent certains hommes à être réfractaires. Et tu vas retrouver, la femme a commencé à conclure en disant, est-ce que le mariage est même une fin en soi? Effectivement, le mariage n'est pas une fin en soi, mais c'est précisément parce que elle, comme vous avez dit, elle se trouve dans une ambiguïté, dans des contradictions qu'elle n'a pas voulu, alors qu'elle a créées. Au lieu de revenir auprès de son mari en lui disant, en se ressourçant pour savoir, mais attends, c'est même quoi la famille? C'est tout. Et si le boulot de mon mari perd son travail demain, je vais me comporter comment? Non, c'est la rivalité, c'est tout. C'est l'adversité. L'adversité. Comme dit souvent Charles Hamel sur ce plateau. Alors, Karine Sontia, c'est à vous que je m'adresse en deuxième ressort. Alors, vous, comment vous expliquez cette situation de cette femme? On parle d'un paradoxe, la volonté, pas de puissance au sens de Nietzsche, c'est la volonté d'émancipation de la femme qui peut aussi s'apparenter à une volonté de puissance au final. Est-ce que justement ce paradoxe-là qui s'inscrit dans les gènes de chaque femme lorsqu'elle est instruite, donc montrer qu'on est émancipé, mais rester dans un logiciel où on attend tout de l'homme, où on estime que l'homme doit au final s'occuper de tout? Comment vous expliquez ça, Karine Sontia? Alors, émancipation de la femme ne signifie pas irresponsabilité de l'homme. Vraiment pas. Il est père de famille, c'est à lui de subvenir aux besoins de sa famille. Maintenant, si elle doit le faire, ça doit être une négociation, au fin de laquelle elle doit être validée. Il faut que la femme accepte de le faire. Il ne faudrait pas qu'au final, elle n'accepte pas et que ça devienne un crime. C'est quelque chose qu'il négocie. Tu es en train de négocier quelque chose, tu obliges la personne à accepter? Non. Maintenant, dans un autre cas, ce n'est pas parce que la femme réclame l'émancipation que l'homme doit croire que plus qu'elle le réclame, elle doit tout faire dans la maison. Elle a quand même choisi le pan qu'elle peut en fonction de ce qu'elle gagne ou en fonction de ce qu'elle aimerait dépenser. Donc pas toujours. Ce n'est pas parce que... moi, je suis en train de parler de l'histoire du jour. Oui. Ce n'est pas parce que cette femme travaille que sa responsabilité doit devenir de nourrir la famille. Elle a dit qu'elle va assurer le transport des enfants le matin. Elle va pouvoir payer le câble. C'est la femme. Elle n'a pas dit qu'elle veut être chef de famille. Non. Il faut que tu... Parce que si elle commence à le faire, je vous assure, elle va manquer de respect à son mari. Il y a des femmes qui partent avec la ration que leur mari donne, mais qui finissent par acheter des produits qui dépassent ce que leur mari a donné. Ce n'est pas parce qu'elles ont un autre homme au marché, non. Mais c'est parce que quand elle arrive au marché, elle voit qu'elle veut faire plaisir à sa famille et elle ajoute l'argent. Est-ce que c'est l'homme qui a dit le jour-là que ajoute? Est-ce que c'est l'homme qui dit le jour-là que ajoute? Ce mari, c'est que ce mari oublie, c'est qu'il y a des jours où lui-même n'arrive pas à donner la même ration et que la femme rationne sans déranger. Il oublie ça. Maintenant, on veut faire comme si c'est un procès qu'on donne à la femme qui travaille et qui doit subvenir aux besoins de sa famille. La femme qui travaille doit participer aux dépenses familiales. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas pour obligation de rationner pour sa maison. Elle a le droit, le devoir de participer selon
ses moyens à elle. Alors, participer à quelque chose, ça veut dire quoi? Tu donnes 50, je donne 50, ou tu donnes 20, je donne 50, ou tu donnes 60, je donne 40. Maintenant, elle a choisi de donner la petite partie qu'elle peut, parce qu'elle a ses propres besoins. Ça ne veut pas dire qu'elle va demander son lait de toilette à son mari. C'est une femme qui veut rester indépendante de ses dépenses personnelles à son mari et dit, ok, pourquoi je ne te demande pas de lait de toilette et que tu dises que je travaille, je vais faire ci et ça. Pourquoi je ne te demande pas, par exemple, le transport pour aller au travail? Parce qu'il y a des femmes qui travaillent et que c'est le mari qui donne l'argent de transport. Pourquoi je ne te demande pas cela? Ok, j'assume ceci, j'assume cela. En fonction de ces mois, ok. Maintenant, laissons. Si cette femme, oui, je vais conclure pour dire à cet homme, cet homme que lui, il a écouté les conseils de ses amis et il va appliquer dans sa maison. Ta femme a refusé. Voilà. Alors, Charles Hamel va également dire un mot sur le décryptage de l'histoire de ce matin, puisque Karine Sontin nous a amené sur des sentiers complexes. Charles Hamel, vous direz quand même un mot sur ce sujet? La presse est muselée. Bon, alors, soit, hein, c'est pour expliquer aux personnes qui nous regardent ce matin ce que serait donc une presse muselée, hein, si jamais on en arrivait là en définitive dans ce Cameroun, donc on aurait du blackout et donc Charles Hamel l'exprime de fort belle manière. Alors, tendance... Présente. Est-ce que cette femme a raison? Elle a raison. C'est-à-dire? Bien raison, même pas petit. Attendez un peu, vous voyez que quand on travaille là, on gagne trop quoi? C'est parce qu'on fuit la maison, on fuit le Congo, c'est au quartier. On n'a pas besoin de rester là que peut-être une voisine vient dire qu'on a fait, qu'on avait fait. Que non, on fuit les problèmes. Un homme qui prend sur lui et dit que madame va rationner. Je vous rappelle que même avec 5 000 francs à nos jours, on est sans sort pour Cameroun. Mais c'est par amour, non, ma fille. Si la femme, c'est par amour. Elle rationne à moitié. Avec 50 000, chaque jour, elle rationne 50 000 francs. Avec 5 000 francs, tu vas préparer quoi? Banane à la scène. Quand banane à la scène, tu vas prendre 6 doigts à 200 francs ou 7 doigts à 200 francs. Tu vas prendre pour combien? Tu vas prendre une roue de combien? Je donne 50. Même si il faut mettre la morue fumée dans ta banane à la scène, tu vas prendre combien de bois d'arachide? Tu vas prendre le taxi combien pour aller au marché? Quand les hommes arrêtent ça. Si je commence à rationner, c'est que je vais te chiffonner. C'est que je suis derrière une femme-homme. L'homme doit être celui-là qui doit prendre à assumer ses responsabilités. D'accord. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Que moi, tendance que vous profitez du mon silence petit salaire qu'on de me Charles donne. Hamel pour prendre le pouvoir sur ce plateau. Non, que mon petit salaire qu'on me donne. Petit, même si la femme, pas rationné. même si la femme gagne plus que l'homme, elle dira toujours que ce monsieur aurait gagné en disant que, chérie, dorénavant, je ne pourrais plus assumer la ration de cette maison de manière complète. Non, j'aimerais que tu donnes telle chose et je donne telle chose. Pas que tu rationnes, comme s'il s'en débarrassait. Ok, comme tu travailles, tu réclames l'émancipation, comme j'ai refusé que tu travailles, tu as arrêté de travailler, maintenant on va manger ici à tes frais. Parce qu'il est un homme et il peut décider pour ça. Ok, c'est chaud. C'est bien comme elle a refusé. C'est parce que l'homme a attendu que la femme qui a trouvé le travail puisse s'exprimer elle-même. 9 mois, elle ne dit rien. Il fallait qu'elle dise elle-même que non, chérie, comme je commence à travailler, voilà comment je pense. Mais elle est restée là. Il doit attendre. Elle lui croisait même le doigt en disant que il faut même que l'homme s'y oublie que je travaille. Il ne se rappelle pas du goûter des enfants qu'elle met dans chaque matin. Il se rappelle de son lampe de ration. Avant qu'elle ne travaille, il faisait quoi? Et justement parce qu'elle travaille, il doit arrêter. Il faut battre le temps, c'est chaud. Parce que peu importe, même si la femme la garde de l'argent pour acheter la maison, ce sera toujours la maison de son mari et elle. Donc on ne nous embrouille pas. C'est toujours pour eux deux. Maman, prends ta décision, tu appliques. Quand tu commences à rationner, tu vas rationner tous les jours. Même le jour qu'il y a les étrangers, c'est toi qui dois rationner et c'est beaucoup. Une comme moi, il n'y a pas 2 personnes qui cherchent l'argent comme moi. Mais il n'y a pas 2 personnes foirées comme moi. Finalement, c'est quoi? Non, vous ne mettez pas Eric, vous ne mettez pas mes charges. Je suis une femme responsable. Hein, Eric? Bien sûr. C'est pour ça que je vais encore redire, il n'y a pas 2 personnes qui cherchent l'argent plus que moi. Mais il n'y a pas 2 personnes plus foirées que moi. Ça veut dire quoi? Avant que mon salaire ne tombe tel jour, que j'ai à moi faire mes plans sur ça. Je sais que voici l'argent pour le contrôle de ma mère à l'hôpital. Le régional de Bafoussam, je parle de ma famille. Et mon beau-fils aussi contribue. Il contribue sa part. Souvent il contribue, souvent il ne contribue pas. Mais il faut que tu prévois. Oui, je mets parce que s'il ne contribue pas, je dois contribuer. Voilà. Je sais que voici ce qu'elle peut donner à ma belle-mère à la fin du mois, rien que pour acheter 1 litre d'huile. Voilà combien elle calcule mon salaire.
Voici ce que je vais cotiser, mes réunions. On regarde seulement comme tu regardes ta La- famille. On les ne pense jeunes pas chez à sa mère. Les jeunes chez eux peuvent cotiser comme ça, fin du mois. La semaine, je cotise comme ça. Voici combien il fait pour me coiffer. Et si elle commence à demander, on va dire que je suis consommatrice. Mieux la sueur de ma bouche, je me coiffe avec. Voilà comment j'essaie de fonctionner. Que, ok, le câble, je peux gérer le câbleur. Si le gaz finit et qu'il n'est pas là, je peux gérer le gaz. D'abord que le gaz, c'est 8 000 francs maintenant. Tu vas prendre la moto, combien pour aller chercher le gaz? Ou encore le taxi? Point Le d'interrogation. transport des enfants. Le transport des enfants. Le Il est parti, goûter des il est enfants. parti mettre les enfants à Bonapriso alors Mais que vous dis habitez à donc, Makepe. chacun doit apprendre à être responsable de ses actes, surtout nos maris là. Vous D'accord. faites comme ça, vous ne manquez pas l'argent des biens, vous ne buvez pas, vous Ok. buvez. Merci beaucoup. Je hein, commence pour- à rationner comment à mon jeune âge. C'est bon, tendance. Ah. C'est bon. Mieux tu dis que tu venais épouser une femme qui va venir rationner chez toi. Pas que tu venais épouser, m'épouser par amour. Tu sais que tu es parti chercher une femme qui va venir rationner. Donc, ça n'a rien à voir. Ça a quelque chose à voir. Non. On va lire quelques messages, madame, messieurs, avec Karine Sotia. Vous avez également droit à la parole. D'ailleurs, c'est votre droit de l'homme fondamental. Donc, Karine Sotia, nous sommes à vous. Désolée, mais certaines femmes ont un gros cœur, égoïste, comme le membre l'a dit. Parfois, elles travaillent et gagnent des sous, mais attendent toujours tout de l'homme. Un autre message. Voilà. En droit, la femme participe aux charges du fonctionnement du foyer, sauf si elle est femme au foyer et participe avec le travail du ménage. Cette dame est malhonnête. Le rare qui signe le message. Un autre message. Voilà, cet homme est méchant, il ne veut pas le bien de sa famille. Si la femme a préféré de s'occuper d'autres, il doit accepter car elle est consciente qu'elle doit épauler son mari. Voilà. Et d'autres femmes ne le feront pas. Épauler, ça veut dire quoi, Voilà, épauler? vraiment. Soutenir son mari. Donc je rationne. C'est Si ça, tu rationnes même participer. tes petites déos. Parce que si elle ne travaillait pas, c'est lui qui devait tout faire. Ma ration doit suffire de rien. D'accord, Voilà. absolument. Quand on parle de Moi, je commerce, pose juste une question à cette dame et de sa réponse découlera le conseil que je lui donne. Alors, s'il arrivait que son mari décède aujourd'hui, nous ne le souhaitons pas. Doit-elle abandonner ses enfants ou attendre la résurrection de son mari pour satisfaire les charges de la famille? Bonne journée, Roméo ok. de Newbell qui nous écrit ce matin en autre message. Oui. Voilà. C'est par rapport à Mimi Mefo. Fabrice Biolo, je dis la femme doit participer dans son foyer parce que c'est l'homme qui subit tout dans sa famille pour que la famille entende le chef de la famille. Je sais pas trop. En tant que chef de En tant que chef famille, de la famille, voilà. on imagine ce qu'il veut dire. Oui, donc c'est Voilà, clair que chez c'est nous, ça. même si la femme gagne 1 milliard, c'est l'homme qui doit assumer tous les besoins de la maison, sauf si elle le veut. Franchement, cet homme est un lâche. Comment tu peux mettre l'œil sur l'argent de ta femme? Brahim Moussa, depuis Garoua, un autre message qui arrive. C'est l'homme qui doit rationner. C'est Lord de Rome qui écrit. Voilà. Un autre message. Panelli, je pense que la femme a raison. Elle peut donner la ration si elle veut. D'accord, on va Message arrêter là important. pour les messages de ce matin. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de faire confiance à la télévision Equinox, la chaîne du peuple définitivement, qui au-delà de l'image rend compte. On va tout de suite et maintenant prendre la colère de Charles Hamel. Serait-ce une fois encore un blackout? On se pose bien la question. En tout cas, le suspense est intact pour ceux qui le retrouvent seulement maintenant. Donc, voici la colère de Charles Hamel. Alors ce matin, pour la liberté de la presse, je vais dénouer la bouche de Charles Hamel pour qu'il puisse dénoncer ce qu'il a à dénoncer dans la colère ce matin. Bon, je peux? Oui, oui. C'est si la dictature de Yaoundé nous maintient dans cet état, elle va gagner. Donc il faut parler, mon frère. Je m'interroge ce jour sur la question de la relation qui unit le pouvoir de Yaoundé à la presse privée camerounaise. Quelle est au juste la relation qui unit la presse privée au régime de Yaoundé?
Est-ce une relation sincère, mieux d'amitié, ou alors une relation extrêmement conflictuelle? Comment comprendre que cette relation va du cadre légal qui permet des abus en tout genre, aux menaces de mort proférées à l'encontre des journalistes en passant par l'emprisonnement, les brimades et les vexations de toutes sortes? Comment comprendre que cette relation sévit depuis presque 15 ans comme un dispositif quasi homogène dont les finalités sont le commandement politique et la conservation du pouvoir coûte que coûte, et ce au moyen d'un contrôle de type autoritaire des personnes et des espaces de liberté? Comment comprendre que les lois sur lesquelles s'appuient les tribunaux pour emprisonner et taxer les journalistes existent avant tout pour réprimer les écrits qui ne sont pas jugés favorables au régime en place? Comment comprendre que personne ne se soit rendu compte que cette domination des médias par le champ politique a des effets néfastes, contribuant sensiblement à déstructurer et informaliser le secteur journalistique, ainsi qu'à précariser la vie, voire la survie de ses acteurs? Comment comprendre ces textes de loi calqués sur la loi française du 29 juin 1881, notamment l'article 69 portant sur la liberté d'expression, notamment celle du 12 mars 1962 et celle de 1990. Comment comprendre que l'appareil judiciaire camerounais, dans son histoire, n'a cessé de rendre la presse coupable d'abus en tout genre? Savez-vous que jusqu'en 1996, avant d'aller à l'imprimerie, chaque éditeur devait soumettre la totalité de ce qu'il comptait publier à la lecture d'un fonctionnaire de l'administration territoriale qui devait décider de ce qui méritait d'être édité ou pas? Savez-vous qu'à cette époque, il était courant d'ouvrir un journal pour y trouver des pages blanches ou barrées, ce qui avait souvent un effet contraire à celui recherché par les autorités, du fait que ces pages censurées tendaient à tort ou à raison à convaincre les lecteurs que les journaux, ainsi réduits au silence, étaient fiables. Rappelons-nous que le point de départ des procès de presse au Cameroun fut l'affaire Monga Djawe. Le 27 décembre 1990, Célestin Monga, économiste, publie dans le Messager une lettre ouverte au président de la République intitulée « La démocratie truquée », où les principaux acteurs décriaient le fait que les droits élémentaires de l'homme étaient bafoués, où la majorité des gens n'avaient pas de quoi vivre, alors qu'une petite poignée d'arrivistes se partageaient impunément les richesses du pays. Un pays où les députés sont des illettrés qui votent clandestinement des lois la nuit. L'économiste et son éditeur, Pius Ndiawe, fondateur du Messager, ont été arrêtés le 18 janvier 1991 au terme de 3 audiences, condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 300 000 francs CFA d'amende, chacun pour outrage au président de la République et au corps constitué. Que dire des pressions et multiples arrestations de Séverin Tchouke, sans toutefois oublier la fermeture de la chaîne Equinox TV Radio en 2008. Que s'en sont suivis 400 procès de journalistes au Cameroun. 400. Rappelons-nous de la condamnation en date du 27 octobre 1995 de Nzana Seme, journaliste à 12 mois de prison ferme pour avoir traité le président Paul Biya d'animal pensant parce que le tribunal ne s'était focalisé que sur le terme animal. Rappelons-nous de l'arrestation des journalistes du quotidien Mutation, interpellés et gardés à vue pendant plusieurs jours en 2003, alors que la rédaction de leur journal était mise à sac et leur domicile perquisitionné parce qu'ils avaient osé affirmer que la première dame Chantal Biya était devenue sans mandat électif un pôle décisionnel important dans les arcanes du palais. Rappelons-nous que le 24 mai 1996, Manfred Mouminguinya, journaliste au Challenge Hebdo, était interpellé au campus de l'université de Yaoundé par un groupe de jeunes gens armés, conduits au bureau du recteur, fouillés durant 5 jours, tabassés, torturés par une milice, accusés d'avoir publié des articles qui auraient provoqué le mécontentement parmi les étudiants. Rappelons-nous que le 9 septembre 1996,
Nicolas Tejoumessi, journaliste au Challenge Nouveau, est enlevé à son domicile par 4 hommes armés. Ils le conduisent dans une forêt à la sortie de Douala, le roue de cou, le tabassent, le molestent. Les 4 hommes affirment appartenir à la DGE, lui reprochant ses autres critiques à l'égard du gouvernement. Rappelons-nous que le 17 novembre 1998, René Dacier Timna, journaliste au Messager, qui couvrait un conflit ethnique dans la région de Makénéné et a fait plusieurs morts, est arrêté et battu par une dizaine de gendarmes. Rappelons-nous, le 20 août 2002, J. Remingono, de la radio privée Siantou, avait été interpellé par les policiers et brutalisé parce qu'on lui reprochait sur son ton critique à l'égard des forces de l'ordre dans son émission quotidienne Koufran. Rappelons-nous que le 22 avril, Conseil Abdallah, secrétaire de la rédaction de Nouvelle Expression, la Nouvelle Expression, est arrêté par des membres du commandement opérationnel, battu, molesté, torturé et conduit au camp militaire Berthaud. Rappelons-nous qu'en décembre 1997, Pius Ndiawe, directeur de publication du journal de Messager, avait séjourné pendant 10 mois à la prison de Nebel à Douala pour propagation de fausses nouvelles. Encore, juste parce que son journal avait affirmé que le président Paul Biya avait eu un malaise cardiaque alors qu'il assistait à la finale de la Coupe du Cameroun de football. Rappelons-nous de ce journaliste qui avait été enfermé dans la cage de chiens par l'esprit d'Edgar Alain Mebeko au soir de sa déchéance du gouvernement de Paul Biya. Que dit alors des lois de la période 1990 dont le seul but était celui de touffer toute velléité de libre parole? Que dit de l'autocensure, les placements en détention parfois même préventifs, les condamnations à de fortes amendes au paiement d'importants dommages? Savez-vous qu'à titre d'exemple, que le quotidien Mutation, fondé en 1996, totalise déjà à lui seul 10 procès, soit plus d'une poursuite par an? Savez-vous que cette violence dont sont victimes les journalistes prouve qu'il existe un dérèglement, une décomposition du champ politique camerounais, avatar de la privatisation, des pratiques pénales et policières de l'État qui s'accapare certains citoyens? Aujourd'hui, Mimi Mefou, c'est ton tour. Demain, qui sait? Charles Hamel, ça, même avant. ce sera votre tour, Charles Hamel, assurément. Votre tour arrivera, Charles Hamel, assurément. Mesdames, Messieurs, voilà dans quoi on est. Et je n'ai pas manqué de frissonner lorsque vous avez retracé ici les méfaits et les faits, les défaits aussi, pour dire défaites de la démocratie camerounaise, de cette liberté de la presse, liberté d'opinion. Et on a bien vu que l'histoire du Cameroun est jonchée de multiples violations, de multiples procès, de multiples cas, de choses qui sont faites pour attenter à la vie et au travail des journalistes. Bon, Bengan, ma question, au-delà de ce qu'on a relevé, on se rappelle encore de M. Éric Essoussé, dont, souvenez-vous, le travail au ministère de l'administration territoriale à l'époque où on parlait encore de censure dans les journaux, où il venait sur les unes des journaux et pour faire des raflures sur des termes qu'on ne voulait pas donc accepter dans la presse camerounaise. Au-delà de ça, est-ce qu'on peut savoir comment on en est arrivé à ce point de non-retour au Cameroun dans cette relation difficile entre le pouvoir et la presse privée? Non, la réponse est simple. Parce que le gouvernement du renouveau ne voulait pas libéraliser ce secteur au Cameroun, où je veux dire, était surpris par la poussée multipartiste même dans d'autres pays. Vous allez, le livre qu'on nous a présenté comme livre-programme de l'NPC, si vous lisez l'ancienne version, vous verrez dedans, je pense qu'à 86-96, je ne sais plus très bien, que le Cameroun n'est pas prêt pour le multipartisme. Mais on a changé. Oui. En version le titre, on n'est pas prêt. Et après, on vous dira que non, mais Paul Biya avait même commencé la concurrence au sein de son parti par les listes multiples en 88 et tout. Or, c'est faux. C'est tellement faux que vous voyez qu'un livre paru à ce moment revient aujourd'hui sans, j'allais dire, sans être réactualisé.
Donc, M. Essou, c'est le censeur en chef de l'époque. Et je vous rappelle, nous, on allait chez lui. Il avait un marqueur noir, s'il vous plaît. Il pouvait exiger que la une du journal soit publiée concrètement avec ses ratures noires. C'est-à-dire qu'il ne comprenait rien du tout. Même quand vous lui dites, comme il a parlé tout à l'heure, d'animal pensant. Alors qu'au même moment, les avocats disaient aux magistrats, mais Mitterrand est traité comme animal politique, le mal est où? C'est-à-dire que le magistrat lui-même, il s'était fait comme si, j'allais dire, le Cameroun était comme un désert, n'était pas vu. Comment on lui présente un journal, Libération, qui traite Mitterrand d'animal politique, et on dit de Biya qu'il est un animal pensant. On vient condamner le journaliste parce qu'on a encadré le mot animal. Vous voyez, là... Voilà, donc en fait, ces choses-là favorisées par... Bon, nous ne faisons pas le procès de comme ça viendra plus tard. Donc, monsieur Essoussé, et c'est pour cette récompense-là, c'est des services rendus à la nation. Au moment où les vrais pays... Pas tellement nation, hein. Oui, monsieur. Parce que, voilà. Mais c'est comme ça. les vrais pays disent au digne fils la patrie reconnaissante. Oui. Mais bon, lorsque un certain Essoussé est donc récompensé, vous dites quoi? Mais nous restons focalisés dans cette maxime-là. Donc, il est un digne fils, il est récompensé, puisque c'est donc le digne fils. Oui, mais digne fils du régime. Voilà, c'est absolument, c'est pour ça qu'on vous dit donc en fait, la mouvance, ou alors le mouvement mondial a surpris le renouveau. Et c'est pour cette raison, et là, Charles Hamel a bien fait de relever par étapes. Parce que cette ordonnance de 1962 pouvait dire que, monsieur Fopo, si vous me refusez la bière au quartier, la subversion, je vais dire que vous aviez parlé, vous avez voulu renverser le régime Maïdio. On ne va même pas vous interroger pour savoir que non, c'était suite à un litige foncier que toi et moi, ça n'a même rien à voir avec la politique. On vous amène au CEDOC qui est devenu DGRE aujourd'hui, après avoir passé par le CNR, sans management. Et pour qu'on enlève, qu'on abroge cette loi, je vous dis, permettez l'expression, le pouvoir n'a pas fait de gaieté de cœur. On vient donc avec cette loi 90/052 qui, soi-disant, règlement de la communication sociale au Cameroun, c'est là où M. Essoussé vient. Mais pour enlever la partie qui concerne les dispositions qui concernent la censure, on attend février 96. Et combien de temps pour libéraliser soi-disant l'audiovisuel? On attend avril 2000. Et libéraliser, on vous dit, ils vont fonctionner sous le régime de la tolérance administrative. Donc, que ce soit de 90 à aujourd'hui, vous ne verrez pas dans cette loi comment on doit constituer une entreprise de presse. D'ailleurs, la loi parle d'organes de presse. Hein? D'organes de presse, là, pas d'entreprise de presse. Donc, en fait, la dictature de Yaoundé peut ménager la carotte et le chou. Oui, il faut l'utiliser. Vous savez, j'aime d'ailleurs repenser un terme qui pourrait peut-être, pourquoi pas, nous contenter tous les deux intellectuellement. On pourrait l'appeler une démocratie philosophiquement dictatoriale. Voilà, bon, on est donc dans une dictature consensuelle, si vous voulez. Voilà. Dans une dictature, dans une démocratie, pour qu'on se... Parce que hier, on dit à Pius Ndiaoui, oui, donnez vos sources. Ils n'ont jamais demandé à Pius Ndiaoui, ou alors apporter la contradiction, si le président avait eu un malaise ou pas. On lui dit, qui vous a dit ça? Quelle est votre source? On le condamne. Aujourd'hui, Mimi Mefo dit, voici ma source. On la prend. Et au lieu même de regarder les dispositions de la loi qui régit la communication sociale, on dit non, c'est le terrorisme. Mais vous allez donc dire quoi? Vous appelez ça comment? Si ce n'est pas la dictature. Et si nous on accepte donc ça, on va justement piétiner les orientations données par l'un des apôtres de la non-violence qui est Martin Luther King, qui a dit que nous avons l'obligation de parler lorsqu'il y a des choses graves. On ne doit pas se taire lorsque les choses graves arrivent. Sinon, on va faire justement comme Charles Hamel. C'est-à-dire, on sera dans un cimetière, on va se retrouver dans un pays, on vous dit, aucun citoyen ne parle. On ne vous dira pas que mais tout le monde est mort. Mais Bombok, lorsqu'on écoute les aînés, les anciens, ils tentent à nous dire que la presse a vécu pire expérience.
au cours du régime d'Ahidjo et que le régime Biya est comparé au régime d'Ahidjo tout simplement un amateur sur le plan de la répression de la presse. Amateur, non. Lui-même, il a dit qu'il inscrit son action dans la continuité de son illustre prédécesseur. Donc, je veux dire, le vent mondial vient seulement atténuer. Vous savez, quand il y a le vent, même si c'est l'harmattan qui vous ravage les forêts, oui, il y a quand même un air de douceur. Vous avez l'impression qu'il y a quand même... Oui. Mais en fait, on est en train de détruire et les maisons, et même les arbres et tout. Oui. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Non, il est vrai qu'à l'époque, puisqu'aujourd'hui, on ne sait même pas qui a tué ou comment est mort un brillant intellectuel comme Mpondo, Simon Mpondo. Oui. Mais de la même manière, sous Biya, on ne sait pas comment est mort Yves Plumet. Et plus près de nous, Monseigneur Bala, est-ce que les enquêtes continuent? Et si les enquêtes nous ont donné des clarifications sur ça, est-ce que le journaliste peut légitimement enquêter sur ce qui vient de se passer sous nos yeux? D'accord. Monseigneur Bala, ou même la crise anglophone, puisque c'est ça qui nous concerne aujourd'hui, où la journaliste, notre collègue, donne des sources à 3 niveaux. Elle dit, voilà, elle commence à dire, selon CNA, l'armée camerounaise a tué le pasteur. Après, elle dit, selon CNA, le pasteur est mort de suite des échanges entre les sécessionnistes et l'armée. Après, elle dit, le gouvernement a sorti un communiqué pour dire que ce sont les sécessionnistes qui ont tué le pasteur. Voilà comment elle a donné l'information de manière graduelle. La faute est où? Et à chaque moment, elle donne la source. Ils ont dit, mais pourquoi vous citez? Hier, on met Ndiaye en prison parce qu'il n'a pas donné la source. Encore qu'à travers le mécanisme de la protection des sources, elle n'est pas obligée de citer ça. Justement, mais dans son professionnalisme, elle sait précisément parce qu'elle a couvert. Elle sait comment on fait des reportages de guerre, comment on fait un article en période de crise. Elle donne des sources. Elle donne des sources. Donc, j'allais dire, c'est même des articles imprimés. Moi, je veux dire que j'ai écouté le ministre de la Communication hier, peut-être on reviendra dessus. Là-dessus, oui. Voilà, mais voilà quelqu'un qu'on devait primer tout de suite. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion de parler de son cas précis. On va parler de la presse en général, mais est-ce que les relations entre... Qu'est-ce qui rend si tendu, au-delà des relations presse privée, les pouvoirs de Yaoundé, il y a aussi que la justice est le plus souvent appelée en renfort pour davantage museler cette presse privée. Mais il y a deux faits qui s'étaient passés presque au même moment, en 90. Il y a, parce qu'il y a d'abord la presse, je veux dire, le pouvoir voulait la soumission totale. Mais deux événements s'étaient passés. L'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures accorde une interview. Il s'appelait Jean Assoumou. Il dit que les problèmes de pétrole sont compliqués. Il n'y a que le chef de l'État qui peut comprendre les calculs liés au pétrole. L'autre chose qui arrive à cela, c'est justement les détournements des deniers publics. Le ministre Garga Aman a dit, il en lance la chasse aux baleines. On dit, la première baleine à pêcher, c'est le couple présidentiel. Voilà, par rapport à ces deux seulement, je ne sais pas, il y en a beaucoup, mais ces deux faits graves-là montrent qu'en fait, si on libéralise la presse, si on laisse une presse privée libre, on n'a pas beaucoup de temps à mettre ici à Itoudi. Donc, il faut donc museler, en procédant par des manières où on fait comme si on fait souffler le vent, mais en fait, on est en train de vous contrôler pour vous tordre le cou doucement. Il arrivait, quand il a dit tout à l'heure, comment se fait-il qu'on peut enlever un journaliste, on l'amène en forêt, on le bastonne. Et ça continue. Donc, voilà les deux événements pour dire aux journalistes, vous qui voulez vous aventurer là, n'enquêtez jamais sur les histoires de pétrole. N'enquêtez jamais sur le détournement de fonds publics. Et c'est vous qui m'interrogez souvent et vous me dites, mais que fait-on avec l'article 66 de la Constitution? Et même l'ami de Titi Zezoa, l'ami personnel et le confident du chef de l'État, il a dit, quand il déclare sa candidature, c'était dimanche, le 20 avril 1997, à l'élection présidentielle de cette année-là. La première interview qu'il accorde à Séverin Tchoumke, lui-même il a été menacé à l'époque, mais comme il est souvent tranquille, il n'a pas ébruité ça.
Titus Ezo a dit exactement, Paul Biya est le Camerounais le plus riche. Il est même plus riche qu'on ne l'imagine. Vous savez, la presse ne peut pas s'aventurer à faire des choses. Et c'est même ce qui régit la loi, le texte qui organise l'Agence nationale d'investigation financière. Parce qu'il est même interdit aux journalistes de publier les comptes bancaires. Malgré que vous avez fait des enquêtes, vous publiez le compte bancaire de Mbombok. Tant pis, je peux vous poursuivre. D'accord. Et pourquoi on interdit donc de publier le compte bancaire? Oui. D'accord. Si Donc, ce n'est pas pour interdire aux journalistes de faire des investigations. d'accord. Alors, pour prendre exemple de cela et voir que la presse privée au Cameroun a encore du mal à s'arrimer au niveau d'exigence qu'on voit dans d'autres pays. Prenons le cas de la France, je prendrai la France et je prendrai d'autres pays. La France, par exemple, où on a vu un média comme Mediapart réussir à faire en sorte qu'on puisse condamner un ministre des comptes publics, des finances, on va dire, là-bas en France, Jérôme Cahuzac. Souvenons-nous également des révélations du Canard enchaîné sur les emplois fictifs à la mairie de Paris qui avait touché Jacques Chirac et ensuite fait condamner Alain Juppé. Souvenons-nous également de l'alerte faite par Mediapart sur Nicolas Sarkozy avec le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Donc on voit ici, dans des pays comme ça, où la presse a un niveau d'exigence quand même assez élevé. On se demande, est-ce qu'un média comme Mediapart pourrait librement exercer dans un pays comme le Cameroun? Quand on voit ce qui se passe avec Mimefo, on ne peut que s'interroger. On voit également les Panama Papers, on a vu le scandale de ces comptes offshore qui ont été par Panama Papers. On voit aussi comment tout cela est régi. Donc, toutes ces questions nous permettent de nous dire aujourd'hui que la presse camerounaise, du moins celle privée, doit jouer son rôle de check and balance, de contre-pouvoir, puisqu'on dit d'ailleurs que le journalisme, c'est le quatrième pouvoir. Madame, messieurs, c'est dans ce contexte-là qu'on constate tout cela. Alors, Tendance Cogné va également, pourquoi pas, s'exprimer sur les relations entre la presse privée et le pouvoir. Quand la presse a fait quoi? Voici ma part de presse ici. Voici ma presse. C'est elle qui m'expliquait tout. C'est ta copine, c'est elle qui m'expliquait les choses en français et en anglais. C'est elle qui est ma part de presse. Je vais encore m'exprimer à qui? Oui. Jusqu'à tu dis qu'il veut parler à qui? Madame, Mimi Info. Dis-moi vraiment, la relation entre la presse et le public, c'est comment? La presse privée. Peux-tu me répondre? Parce que tu me poses la question, c'est elle que je pose. La bouche est fermée, elle va répondre comment? C'est elle qui était mon sauveur. Voilà ça. Voilà la bouche qui est fermée. Je m'adresse à qui? Je m'adresse au journal simple. Donc, vous me posez la question. C'est à elle que tu dois poser ça. Maman, okay. Merci beaucoup. Tendance. Merci. Moi, c'est ma part de presse ici. Moi, ma part de presse, qu'on a bouché la bouche. Qu'on a bouclé la bouche. Je vais parler à qui? Ok. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes au cœur du 10-12 Le Zénith. Nous, à Equinox, nous sommes profondément patriotes. On aime tellement ce pays qui nous a beaucoup donné et on a l'obligation en retour de lui apporter patriotisme et bonheur pour que tous les Camerounais, même les plus pauvres, même ceux qui manquent à manger, puissent avoir espoir de vivre dans un Cameroun qui soit pour eux un paradis et pas un enfer. À tout de suite. Retour, madame, messieurs, sur le plateau du 10-12 Le Zénith de ce vendredi 9 novembre 2018. Le Cameroun qui traverse une période charnière de son histoire avec la presse qui est ébranlée par cette affaire de Mimi Mefo qui a passé sa deuxième nuit à la prison centrale de Newbel. Elle qui a été écrouée par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala pour des faits qui n'ont rien à voir avec ce qu'a dit hier le communiqué du ministre de la Communication. On aura l'occasion d'y revenir dans un court instant, mais surtout de dire que l'opinion nationale et même internationale réagit fortement à cette incarcération de Mimi Mefo. Ça prouve que la presse a encore de belles lettres devant elle, un bel avenir devant elle, de voir comment les Camerounais se mobilisent ainsi face à cela. C'est tout à fait donc impressionnant et fort remarquable. On va
entamer cette deuxième partie de l'émission, mesdames, messieurs, 10-12 le Zénith, avec quelques messages que vous nous envoyez. On a aujourd'hui évoqué avec Charles Hamel la question des relations entre le pouvoir et la presse privée au Cameroun, la liberté de la presse et tout ce qui va comme corollaire. On parle le plus souvent de ce fameux 3 mai qui est célébré au Cameroun comme étant la journée internationale de la liberté de la presse. Et le plus souvent, le ministre de la Communication fait des sorties médiatiques pour dire combien le Cameroun est un havre de paix et de cohésion pour la presse. Et on le voit très bien. L'argument qui est le plus souvent usité dans le cas d'espèce, c'est de dire que le Cameroun compte tellement de radios, le Cameroun compte une multitude de titres, le Cameroun compte une multitude de chaînes de télévision, mais vous le savez, on sait très bien que cela n'est en rien un indicateur sérieux et même pertinent, consistant de ce que le Cameroun soit un havre de liberté de la presse, puisqu'on voit que les classements de Reporters sans frontières et même d'autres organismes internationaux concernant le Cameroun est toujours dans les derniers de la classe dans le monde entier. Voilà, alors on va lire quelques messages avec vous, Karine Santia. Alors, si nous restons muets, le gouvernement terroriste de Yaoundé va dévorer Mimi Mefo, s'il te plaît, parle, écrit même Jeannot depuis Yaoundé. Le monde appartient au diable, la justice ne sera jamais faite, surtout avec le régime au pouvoir. Paul le nordiste, Dieu est grand. Alors Paul, on doit éviter d'utiliser des termes comme ceux-là. Je rappelle qu'on peut critiquer sans verser dans l'extrémisme des propos. Il s'agit quand même du gouvernement. Il y a des propos qu'on n'utilise pas lorsqu'on évoque le gouvernement de son pays. On peut critiquer le gouvernement, mais il y a des termes qu'on ne doit pas utiliser pour qualifier le gouvernement. Donc attention à tous ces propos. C'est le gouvernement qui nous commande, non, Eric? Voilà, absolument. Ils ont le dernier moment pour Mimi Mefo, donc on n'insulte personne. Voilà. Notre problème, c'est de revoir Mimi Mefo. Faire le journal du soir. C'est pas ça, Père Mombo. Voilà, c'est vous qui nous commandez. Donc on va demander à nos téléspectateurs de rester courtois dans les termes et pondérés dans les termes qu'ils vont utiliser en nous écrivant ce matin. On comprend qu'il y ait de la colère, qu'il y ait des frustrations, mais il faut rester tout à fait conforme à la loi. La loi, comme vous le savez, doit également se lier à la liberté, et ce mariage entre loi et liberté, tel que théorisé par Jean Jaurès, le socialiste français, doit être respecté par tous et chacun. On va continuer à lire les messages, Karine Santia. Voilà, bonjour à vous, fan d'Equinox, je suis écœurée depuis 48 heures. J'aimerais que nous marchions pour cette histoire d'abus de pouvoir dans notre pays. C'est le nôtre et ce ne sont pas les animaux qui y vivent. Et par ailleurs, appeler aux membres du gouvernement, voilà, ce n'est pas travailler dans ce milieu qui détermine leur intelligence. Ils ne sont pas plus intelligents que le peuple. Voilà. Trop c'est trop. Cameroun, qu'as-tu fait pour mériter ça? Que la foudre frappe tous les ignobles qui soient disant camerounais. Courage Mimi. Eugène depuis Obili qui nous écrit. Alors, merci beaucoup il y a pour ces messages. Des téléspectateurs qui nous écrivent pour dire qu'ils sont nous aussi la responsabilité dans les canons de professionnalisme de ne pas laisser passer des termes extrémistes à l'antenne. Cela est conforme à ce qu'est Equinox. Donc Equinox qui est une chaîne au patriotisme avéré et convaincu et même convaincant, comme dirait le sociologue. Mais toujours est-il que nous restons focalisés sur l'objectif. L'objectif étant d'établir et de faire régner la liberté et le droit ensemble dans un périmètre républicain. Alors on va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux. Karine Santia. Alors ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser à la deuxième nuit de la journaliste Mimi Mefo, chef service de l'information et présentatrice vedette du 18h sur Equinox Télévision. Les internautes sont en rogne. La source est révélée. Il y a même un lien qui permet de la retrouver. Tous réclament sa libération, mais contre toute attente, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a produit une déclaration reconnaissant les faits de manière officielle pour lesquels cette dernière est poursuivie, propagation de fausses nouvelles, réprimée par l'article 113 du Code pénal, outrage au corps constitué et aux fonctionnaires, réprimé par l'article 154 du Code pénal, ce qui remet en cause l'implication du tribunal militaire spécial.
Du tribunal militaire. Donc on va, madame, monsieur, parler de cela, de cette sortie du ministre de la Communication. Il faut dire quand même que beaucoup sont d'accord pour dire ce matin que cette sortie vient contredire l'acte d'écrou de Mimefo et surtout le fait que Mimefo soit aujourd'hui poursuivi par le tribunal militaire, puisque au regard de la loi numéro 2017 par 012 du 12 juillet 2017 portant code de justice militaire, le tribunal militaire doit se saisir d'une affaire donc qui est normalement du ressort d'un tribunal de droit commun. Donc là, pour le cas d'espèce, Mimefo devait normalement être, on va le dire, convoqué par le procureur de la République près le tribunal de première instance, donc soit à Bonanjo, soit à Lokoti. Ce qui est certain, c'est que le tribunal militaire, pour le coup, si on s'en tient à ce qu'a dit le ministre de la Communication en qualifiant les faits, puisque le ministre a qualifié les faits, et Boro Bengan, ça montre là encore une intrusion nocive de l'exécutif dans le judiciaire, dans un cadre où on parle de séparation des pouvoirs au sens même théorisé par Montesquieu dans son livre de l'esprit des lois, où il parle clairement du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif, qui doivent être donc chacun dans son couloir, pour parler trivialement. Mais là on voit l'exécutif venir donc s'incrustrer dans une affaire judiciaire et aller au-delà de cela pour qualifier les faits et même dire au fond ce qui s'est passé dans le cas de Mimefo. Et justement, c'est ce qui nous amène donc à vous dire clairement que c'est le fonctionnement d'un régime de dictature. Donc, c'est-à-dire qu'on n'admet pas qu'il existe un pouvoir judiciaire qui peut s'organiser et se déployer relation avec les citoyens de ce pays-là. Donc, indépendamment. De manière indépendante. Et de manière indépendante. Oui. D'abord, vous avez relevé, moi je pense qu'il y en a de la sortie du ministère de la Communication, hier porte-parole du gouvernement, relève et énuméré, c'est-à-dire, premièrement, que la qualification des faits qui relève lui-même ne relève pas, qui communique ne relève pas du tribunal militaire, mais plutôt du tribunal civil. Deuxième chose que cela relève, c'est que le ministère de la Communication est en contradiction avec le ministère de la Défense, qu'il cite par ailleurs dans son communiqué. Donc, ce n'est pas Mimefo qui viendra résoudre le problème de manque de cohésion de l'action gouvernementale. Elle a quoi faire dedans. Donc, je dirais, rappelez-vous, et je voudrais peut-être, vous qui lisez beaucoup, vous allez m'aider à comprendre. Lorsque le ministre Issa Chiroma avait fait une communication au nom du gouvernement en disant que les militaires camerounais n'ont pas tiré sur les femmes et les enfants, elle indexant même un pays étranger, le Mali, et expliquant que la tenue sahélienne que portaient ces militaires, là, comment appeler, les brodécans ou bien les chaussures que portaient n'étaient pas et tout, oui. Et s'insurgeait contre le REDAC qui maintenait cette position-là. Et plus tard, ce gouvernement malien sort pour dire que maintenant, traitez vos problèmes, ça ne nous concerne pas. Et encore plus loin encore, le ministre revient vous dire, oui, je vous avais menti. Bon, comment la presse pouvait-elle, comment la presse avait traité cette information? D'accord. C'est de la même manière, justement. Parce que là, non, bon, on a exclu le fait qu'on pouvait traduire le ministère de la Communication en justice. Parce que là, c'est lui qui a désinformé la population. C'est lui qui a été porté coupable de diffamation, de divulgation de fausses nouvelles, de promulgation de fausses nouvelles. Maintenant, Mimi donne l'information de manière graduelle. Donc, vous savez, les informations d'agence viennent à 8h, à 8h15, à 8h10, à 8h30. Le lendemain matin, les mêmes informations peuvent être contredites. On dit, contrairement à ce qu'on vous disait hier, c'est plutôt ça. Contrairement. Donc, lorsqu'on est dans ce registre-là, et où on cite même les sources, le crime, c'est où? D'accord. À quel niveau? Donc, en fait, il vient nous dire que, monsieur le cher collègue du ministère chargé de la Défense, vous vous êtes trompé.
Voilà les vrais. Là aussi, ça montre que c'est l'exécutif qui ne se concerte pas, qui est dans le règne d'hésitation, qui ne se concerte pas, Oui. qui est en porte-à-faux même contre les orientations de leur chef. Absolument. Je ne sais pas si c'est leur chef qui le dit, mais qui contre les orientations de leur chef. En fait, il manque de cohésion de l'action gouvernementale. Tout à fait. Bon. Alors, donc c'est clair que à la lumière de ce qui est dit ce matin, j'aimerais quand même que l'on se comprenne très bien. Alors, de deux choses l'une. Soit le ministre de la Communication, quand il évoque l'article 113 et 154 du Code pénal, est en train de confirmer ce qui est inscrit dans l'ordonnance ou la décision qui permet à Mimefo d'être aujourd'hui à Newbel, ou simplement il est en train de dire ce qui est contraire à ce qu'a avancé le commissaire du gouvernement. Parce que j'aimerais quand même qu'on se comprenne. Normalement, un civil ne doit pas comparaître devant un tribunal militaire. On a aménagé des passerelles spéciales pour qu'un civil s'y retrouve, notamment avec la loi de 2014 contre le terrorisme. Donc c'est cette loi-là. Si le ministre avait évoqué les articles de cette loi dans son communiqué d'hier, nous comprendrions ce matin que le tribunal militaire est bien compétent pour statuer cela. Parce qu'il faut bien dire que la loi de 2017 en question portant code de justice militaire dit à l'article 4 qu'en cas de circonstances exceptionnelles telles que prévues à l'article 9 de la Constitution, je rappelle que l'article 9 de la Constitution donne des pouvoirs exorbitants au président de la République en situation délicate de proclamer l'état d'exception. Alors, ce qu'il n'a pas encore fait au Cameroun depuis que nous parlons de la crise anglophone, depuis 2016. Donc, il dit à l'article 4, en cas de circonstances exceptionnelles telles que prévues à l'article 9 de la Constitution, de menaces graves à l'ordre public, à la sécurité de l'État ou au terrorisme, le tribunal militaire de Yaoundé peut exercer ses attributions sur l'ensemble du territoire national, nonobstant les dispositions de l'article 9.3 de cette loi du tribunal militaire, qui dispose qu'il est créé un tribunal militaire par région. L'EA 2 de cet article 4 de la loi de 2017 dit: le tribunal militaire de Yaoundé est également compétent pour connaître des infractions de toute nature commises par les militaires en mission ou en opération hors du territoire national. L'article 8 vient donner les compétences générales du tribunal militaire. Alors, dans l'article 113 du Code pénal, lorsqu'on parle de nouvelles mensongères, là, je veux bien savoir où se trouve là. Attends, on ne répond pas. Ne répond pas comme Eric est entré par un long français. Donc on va la juger au tribunal militaire, Eric. Oui, bien sûr, c'est ça. Oui. Mais je ne comprenais pas encore l'autre là. Oui. Tribunal militaire, où on dit que ce n'est que les braqueurs qu'on juge là-bas. Oui, tribunal militaire. Oui. Quand on parle d'Athènes, ça veut dire que c'est assimilé comme si Mimi voulait faire un coup d'État. Comme si elle a braqué. Non, un coup d'État. Oui. C'est-à-dire atteinte à la sécurité de l'État. Quand on fait un coup d'État, on ne fait pas comme ça. Ça veut dire qu'on veut tuer ton père par les armes. Maman, je vais mettre mon cœur. Donc voilà, alors qu'elle a écrit seulement de quelques lignes. Alors donc la loi qui encadre les compétences du tribunal militaire est assez claire. Il ne doit juger que les militaires. Maintenant, il peut juger des civils dans des circonstances bien précises, comme on l'a dit, avec la loi de 2014, ou simplement si le fait qui est récriminé aux civils a trait si le civil est en rapport avec un militaire. Absolument. Ou que l'action s'est posée dans un établissement militaire. Absolument. Donc il y a des cadres qui sont bien régis et Mimi Mefo, jusqu'à preuve du contraire, n'a agi dans aucun de ces cadres-là. Donc normalement, c'est le procureur de la République qui doit se saisir de l'affaire dans le cadre de l'espèce et pas le gouvernement militaire. Donc elle ne doit pas être le commissaire du gouvernement. Donc normalement, elle est aujourd'hui devant le tribunal à Newbel, suite à un acte qui est questionnable, suite à un acte qui est pour ne pas dire illégal, qui est questionnable. Alors, ou simplement, si on veut nous dire, ça veut dire que le ministre de la Communication, ça c'est l'une des choses. Oui, absolument. Voilà. C'est c'est l'une des choses. Maintenant, l'autre chose serait que le ministre de la Communication
contredit le commissaire du gouvernement. Donc voilà les deux hypothèses qui montrent bien qu'on doit libérer aujourd'hui Mimi Mefo. Alors, Charles Hamel, vous regardez toujours le blackout sur cette affaire. Cette affaire, on comprend très bien. Voilà. Karine Sonti, on va continuer. Voilà, la deuxième information de la presse ce matin des réseaux sociaux, c'est que la presse a rendu hommage à Mimi Mefo ce matin et les quotidiens comme Nouvelle Expression, Mutation et Le Messager. En ce qui concerne Nouvelle Expression, c'est une image bouche cousue intitulée Musulman qui réveille les Camerounais. En ce qui concerne Mutation, il s'agit d'un vent de terreur sur les journalistes entre Mimi Mefo et Joseph Olinga du journal Le Messager. En plus de cela, les vagues de soutien se multiplient sur la toile. Alors bon, Bengan, il faut dire que il faut le dire. Est-ce que le gouvernement est surpris par le large écho que fait cette affaire Mimi Mefo, et c'est peut-être cela qui a poussé le ministre de la Communication à la faute hier en publiant ce communiqué et en s'immisçant dans une affaire qui est devant la justice? Absolument. Oui. Absolument. Le gouvernement est surpris. Est surpris. Comme je vous disais tout à l'heure que le gouvernement était surpris par le multipartisme qu'il était contraint d'accepter, malgré lui. Il est surpris parce que, en fait, on s'attendait à ce que la Nouvelle Expression appelait musulman. Comme je vous ai dit, quand on est dans une dictature consensuelle, vous avez l'impression, lorsque les citoyens sont bien aguerris, vous avez l'impression que vous avez terrorisé tout le monde, personne ne peut plus rien. D'accord. Donc, vous, à ce moment-là, vous commencez à vous déployer comme vous voulez. Vous ne savez pas que, mais en fait, le peuple que je crois avoir terrorisé là, c'est ce peuple-là qui est la référence. Est-ce que ce peuple-là peut se réveiller un jour? Et c'est ça qui a surpris tout le monde. Et c'est la même chose qui s'est passée en 2008. Lorsque le chef de l'État n'a rien compris, il vous dit non aux apprentis sorciers. Les apprentis sorciers, quoi? Le peuple vous dit nous avons faim. Puisqu'on a commencé à dire depuis longtemps que nous avons faim, vous n'avez rien compris. Donc la même chose, le gouvernement, la presse notamment a accompagné le gouvernement, ce qui est une bonne chose, dans la lutte contre Boko Haram. Tout à fait. La même presse avait accompagné le gouvernement pour le problème de Bakassi. Et maintenant, là, le problème de la crise du nord-ouest et du sud-ouest se pose. La presse revient, interroge les gens, y compris certains acteurs. Je ne peux prendre le cas que de l'ancien gouverneur des deux provinces à l'époque, David Aboué Machoyi. Il dit, mais la presse enquête et résulte aboutit à la conclusion, comme s'il y avait une assemblée générale de la presse en disant, mais ce n'est pas un problème militaire, ce n'est pas la résolution militaire qu'il faut, c'est une concertation, puisque c'est un problème politique, il faut trouver des réponses politiques. La presse est donc restée calme. On a pensé à un moment donné que non, c'est qu'il n'y a plus rien, on ne peut plus rien. Et la presse devient encore plus professionnelle en couvrant l'élection présidentielle. Vous avez vu dans presque tous les médias, tout le monde est resté, on donnait la possibilité, sauf aux médias publics, mais les médias privés, parce que Charles Hamel attire notre attention sur les relations entre le pouvoir de la presse privée. La presse privée est restée professionnelle des temps de manière équilibrée. Information. Ça donc fait croire au gouvernement que mais ces gens-là, nous les avons terrorisés, ne peuvent plus rien. Ne peuvent plus rien. Au point où, même lorsqu'il y a un épiphénomène, on croyait donc qu'on peut vous enfoncer davantage, et là où le peuple se réveille en vous disant, mais monsieur, cher monsieur, vous êtes allé plus loin qu'il ne fallait. Dans un contexte économique de résilience, je reprends les termes chers au président de la République, c'est un message qu'on envoie aux investisseurs. C'est-à-dire que là, le Cameroun est en train de plonger dans un climat qui va faire fuir les investisseurs, qui vont... Absolument. Les conséquences sont pas seulement politiques, mais clairement économique. Absolument. Puisque le chef de l'État, dans ce discours, il a parlé des partenaires au développement. Et ces mêmes partenaires-là, les Nations Unies, l'Union Européenne, la France, le Commonwealth, la francophonie dit organiser un dialogue, dialoguer avec les gens, ils ne comprennent pas. Ça veut donc dire, le Sud-Ouest par exemple,
qui est le plus grand bassin de production de cacao. C'est également là où il y a le siège de la Cameroon Development Corporation, qui est le deuxième employeur du Cameroun après l'État. Ça veut dire que le gouvernement ne comprend rien du tout. Ouais, parce que aujourd'hui, il y a de nombreux investisseurs qui sont en France, qui lisent cette affaire Mimefo et qui se rendent compte qu'au Cameroun, justement, la presse est ainsi brimée. C'est une image que le Cameroun ne peut pas montrer. Si le Cameroun veut attirer des investisseurs, là où on est à la croisée des chemins de notre économie en zone CEMA, qu'on devrait normalement permettre aux investisseurs d'avoir une bonne image du Cameroun. Mais là, on est clairement dans quelque chose qui va nuire à l'image du Cameroun. Qui va nuire dangereusement à l'image du Cameroun. Et je ne sais pas quel confrère a titré en disant que le nouveau septennat commence mal. Oui. Effectivement, il commence mal. Quelqu'un a dit, à votre suite, que ce n'est pas le septennat des grandes opportunités, mais le septennat des grandes arrestations et incarcérations. Oui, pour quand dire quelqu'un donc dit ça, oui. c'est autre chose. Ça veut Absolument. dire qu'on commence vraiment très mal. Je rappelle que Reporters sans frontières a d'ailleurs écrit là-dessus, et de plus en plus on voit les organismes internationaux comme l'Union européenne, au Cameroun, qui a également réagi en faveur de Mimefo. C'est pour dire que là, clairement, on envoie un mauvais message, un mauvais signal à nos partenaires au développement qui souhaitent venir au Cameroun, qui souhaitent investir au Cameroun, mais qui aimeraient investir dans un pays qui réprime avec autant de force ces journalistes. Oui, or, et c'est ce même pays qui n'offre pas de garantie d'investissement. C'est un pays qui n'associe pas les milieux économiques dans l'élaboration des politiques économiques de son pays. C'est un pays qui bâillonne la presse. C'est un pays où les gens ne vont pas à l'école. C'est un pays où, vous avez vu le cas de Maître Nguini qui voulait s'immoler dernièrement parce qu'un investisseur n'a pas. Donc c'est un pays où la justice ne peut même pas rendre une bonne justice. Et c'est un pays où il y a 2 ans, le chef de l'État a réuni lui-même les investisseurs du monde entier en leur disant venez chez moi, un terre d'attractivité. Voilà. Et ils se rendent compte que, mais attendez, depuis 2 ans, personne n'est jamais venu. Donc, mais quel est ce pays-là? Ils vont se tourner ailleurs. En tout cas, je rappelle que le classement Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires est tombé il y a quelques jours. Le Cameroun encore a perdu 3 places. Je rappelle que les critères sont clairs, et parmi ces critères-là, il y a aussi le système judiciaire du pays en question qui est également questionné pour voir si faire les affaires investir dans ce pays-là est une bonne chose. Donc voilà, ainsi, madame, messieurs, et je vois des gens nous dire qu'aux États-Unis, Donald Trump a émis des propos pas très gais contre CNN. Mais ce que j'aimerais dire à ces gens-là, c'est que Donald Trump n'a mis aucun de CNN en prison, puisque tout président qu'il est, il n'a pas la capacité de mettre et ils sont même allés plus loin en l'indexant que son fils était de connivence avec les Russes pour la manipulation de tout. Il est resté calme. Imaginez que ça se passe au Cameroun. Au Cameroun. Donc vous imaginez. Donc ceux qui prennent des exemples sur CNN et M. Trump, clairement, c'est pas la même chose. Il y a là, dans le cas précis, une journaliste qui est en prison et qui a passé sa 2e nuit à New Bell. Il s'agit pour rien. Voilà, de notre, puisque tout le monde, tous ceux qui font le métier nous disent clairement que là, dans cette affaire, il y a des choses à se reprocher. Madame, messieurs, merci infiniment de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Il s'agit là de l'émission 10-12 le Zénith. On va tout de suite parler du grand arrivage du livre unique au comptoir unique avec Consti Lamine avec nous ce matin. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les parents, bonjour à tous les élèves, bonjour à tous les étudiants, bonjour à tous les libraires, bien entendu. Alors, sur la table du concept Salaka ce matin, dans cette émission, on peut d'ailleurs remarquer qu'il y a des livres au programme. Oui, parce qu'on a constaté que les parents ont passé le temps à marcher dans tout le Cameroun, à faire le tour des librairies, aller un peu de partout, ils n'ont pas eu des livres. C'est vrai, parce qu'il y avait un problème d'édition. Alors depuis donc quelques jours seulement, on peut désormais aller du côté du comptoir unique pour retrouver tous les livres au programme. Je dis bien
tous les livres au programme, que ce soit de la section anglophone, de la section francophone, de la CIL en passant par le CM2, de la maternelle au supérieur. Tous ces livres-là sont désormais disponibles du côté, bien sûr, du comptoir unique, raison pour laquelle je suis là ce matin pour attirer l'attention de tous les parents qui me regardent en ce moment, de tous ces élèves-là, de tous ces étudiants, de tous ces libraires qui me regardent en ce moment. Plus besoin de chercher de midi à 14h. Les livres sont enfin disponibles du côté, bien sûr, du comptoir unique. C'est au Cameroun, à Douala. Et quand on parle, bien sûr, des livres disponibles, c'est tous les livres au programme sans exception. Que ce soit pour la maternelle, que ce soit pour le primaire, que ce soit pour le secondaire, que ce soit pour le supérieur, que ce soit pour l'enseignement professionnel, vous retrouverez tous ces livres-là dans une seule maison. C'est bel et bien le comptoir unique. Je l'ai si bien dit, c'est à Douala. Derrière, c'est-à-dire à côté du collège Kingakwa, nous sommes au Cameroun. Alors à présent, revenons bien entendu sur la présentation proprement dite de cette maison commerciale. Il est question de quoi? Il est question bien sûr de rappeler à tous ces parents-là qu'ils peuvent venir commander les livres du côté du comptoir unique. Vous retrouverez bien entendu tous les éditeurs au programme. Je dis bien tous les éditeurs sans exception. Vous les retrouverez bien sûr du côté du comptoir unique. On va également rappeler qu'en dehors, bien sûr, de la disponibilité des livres, le comptoir unique va permettre à tous ceux-là qui veulent acheter des livres pour revendre de bénéficier des prix homologués. Oui, je dis bien, vous avez des prix homologués du côté, bien sûr, du comptoir unique. On va également rappeler que les parents qui sont à la recherche des livres pour les enfants, les parents qui ont longtemps cherché, c'est donc l'occasion d'aller du côté, bien sûr, du comptoir unique. Alors, pour l'instant, il est question, bien sûr, de rappeler à tous nos téléspectateurs de ne plus chercher de midi à 14h, de se rendre du côté bien sûr du comptoir unique. Alors, motote, nye sengalemba tatan, ou n'est pas ça deido, ou n'est pas ça bipanda, ou n'est pas ça aqua, ou apulate kalati yamunango, alande au comptoir unique. L'ende n'est pas ça aqua, ombasan, moi collège Kingakwa, we want to leave a yes au programme. I want just take say any man today. You for that stuff for Kumba, for that stuff for Tico, for Mutengele. Just go just no for comptoir unique. Call for that number because the comptoir unique get all livre wait there for program. You want livre for science, you want mathematics, you want livre for technologie, for physique. Any can we want them, just go just for comptoir unique, n'a for aqua. Donc, chers parents, nous allons tout de suite également parler des modalités de livraison. C'est vrai, il y a des gens qui nous regardent dans le nord, du côté bien sûr de Bamenda, du côté de Yaoundé, du côté bien sûr de Kumba, et qui se posent la question, vous êtes à Douala, je suis un parent résident du côté de Maroua, je suis un parent résident du côté bien sûr de Bafoussam, comment faire pour avoir les livres de mes enfants? C'est simple comme bonjour. Les numéros de téléphone s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Vous allez tout simplement relever ce numéro de téléphone, recenser tous vos besoins, appeler à ce numéro de téléphone. Nous vous donnerons les modalités de livraison et vous aurez vos livres à la maison en moins de 48 heures. C'est donc pour interpeller tous ceux des parents, tous ceux des libraires, les chefs d'établissement qui nous regardent en ce moment et qui sont à la recherche des livres de qualité supérieure, de se rendre du côté bien sûr du comptoir unique. Et je ne saurais conclure ma vente de ce matin sans attirer l'attention de tous les parents, de tous les libraires, de tous les élèves. Il est important d'avoir un livre au programme. Mais il est encore plus important d'avoir un livre original. Regardez bien sûr la couverture. Je rappelle, ce sont des livres originaux. Parce qu'un livre original a non seulement une couverture de très bonne qualité, mais également une pagination lisible qui permet à l'enfant de ne pas avoir des problèmes, c'est-à-dire au niveau des yeux. Parce qu'un livre contrefait, un livre de mauvaise qualité, c'est plusieurs conséquences. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver un livre de qualité? C'est bien sûr du côté du comptoir unique, votre maison de vente des livres qui est située en plein cœur de Douala, à côté du collège Kingakwa. C'est bien sûr non loin du consul de la RCA et nous sommes ouverts de lundi à samedi à partir de 7h00. Alors je rappelle à tous les téléspectateurs, ne cherchez plus de midi à 14h. Tous vos livres sont désormais disponibles du côté du comptoir unique de la CIL au CM2, section anglophone et francophone. Allez de ce côté-là et achetez enfin la qualité pour un avenir meilleur de vos enfants. Merci beaucoup Constilamine, hein, on est très
très heureux. Vous avez des envolées lyriques tout à fait ravageuses. On va tout de suite prendre quelques messages, mesdames et messieurs, que vous nous envoyez à propos des sujets que nous développons sur ce plateau. Et Karine Santia va se charger de nous les rendre. Cette situation me fait très mal, comme si c'était ma sœur. Ce gouvernement nous montre vraiment où est-ce qu'on va le suivre au lendemain de sa prestation de serment, de la prestation de serment du président de la République. Courage à vous, Mohamed Bepanda. Je crois que l'arrestation de Mimi Mefo avec pour motif de délit de fausses nouvelles est une mascarade. Apparemment, le gouvernement veut que la presse privée soit toujours avec lui et jamais contre lui. Ça, c'est Roméo qui écrit. C'est vraiment déplorable la situation, les situations que vivent les journalistes dans ce pays. C'est de trop combattants, combattons ces injustices. Courage à Mimi. Au sujet de Mimi Mefo, le Cameroun est un pays où la liberté de presse est plutôt théorique et quand tu tentes de pratiquer, ça prend la tête. Je prie les autorités compétentes de bien vouloir la libérer car son arrestation n'est pas fondée. C'est Armi Chadini qui nous écrit. Merci beaucoup. On voit bien que ces violations répétitives et flagrantes de la liberté d'expression rencontrent la dénonciation et même le refus catégorique, le rejet de l'opinion publique nationale et internationale. On voit très bien aussi que tout cela relève clairement de l'obstruction démocratique. Madame, Messieurs, prenons maintenant Vergeturov. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Et pour en parler ce matin, Miss Vergeturov, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, très meurtrie ce matin par l'incarcération de Mimi Mefo, à qui je dis bonjour. Bonjour fidèles téléspectateurs d'Equinox. Voilà, et donc ce matin, vous nous parlez du miracle de la cosmétique. Alors ce matin, je viens réitérer mes propos. Vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes X, Y dans des parfumeries, dans des pharmacies, dans des grandes surfaces, vous qui avez du mal à aborer des démembrés, vous qui avez du mal à vous rendre à la piscine en maillot de bain, eh bien terminez vos soucis, terminez vos angoisses, car Miss Vergeturov a mis pour vous sur le marché une véritable panacée pour lutter efficacement contre vos vergetures. Et donc, c'est quoi Vergeturov? Alors, Vergeturov, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes, de fibres, d'élastine et de collagène qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle favorise la régénération cellulaire. Elle hydrate en profondeur et elle nous protège au quotidien contre les radicaux libres. D'accord. Et quels sont quel est son mode d'emploi et la fréquence d'utilisation? Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturov, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule pour éviter le rancissement du produit, appliquer sur les vergetures comme une peinture à doigts, masser, frotter jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Répétez d'ailleurs l'action 1 à 2 fois par jour après un bain minutieux de la zone à traiter. D'accord. Et quelles sont les recommandations à respecter pendant l'utilisation de Vergeturov? Alors, très important, lors de l'utilisation ou alors pendant l'utilisation de Vergeturov, ne l'associez pas aux produits éclaircissants. Mettez un stop aux produits éclaircissants, aux corticoïdes, encore appelés dans nos quartiers Jansan. Appliquez uniquement Vergeturov sur la zone à traiter. Même pas de produits hydratants sur la zone à traiter. Appliquez uniquement Vergeturov pour un résultat optimal. Son prix et sa particularité. La particularité de Vergeturov, c'est son efficacité qui n'est plus à prouver. Il coûte 6 500 francs. Je répète, 6 500 francs.
Et donc, point de vente et contact pour terminer. Alors, nous restons dans le marché de Douala. Oui. Marché Norbassi, parfumerie Marie-Yvette. Marché Dakar, parfumerie Varencia. Marché Koulouloun, parfumerie Éclat de Lune. Marché Mopi, parfumerie Ziwan. Marché New Dedo, parfumerie La Différence. Marché Granga, parfumerie Mondiale. Les points de vente étant si nombreux, appelez-nous simplement au 694 88 84 57. 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28 680 00 28 28 ou tapez simplement Vergeturov sur notre page Facebook. D'accord. Merci beaucoup, Miss Vergeturov. Merci Eric. Voilà. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Créer des emplois pour tout le monde, améliorer le climat social pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Parce que c'est ça le problème alimentaire, quoi. Pour le moment, pour les Camerounais. Élémentaire pour les Camerounais, c'est clair, dans un pays comme le Cameroun, il y a 8 millions de pauvres et autant de personnes en situation de chômage ou de sous-emploi et qui n'arrivent pas, comme on vous l'a dit, à manger à la table de ceux qui ont les dents, parce que étant des sans-dents, et vous savez que pour manger la viande, il faut avoir les dents. Bon, Bengan, le compatriote, relève ici une situation que nous dénonçons tous les jours à travers les politiques gouvernementales qui ont échoué en matière d'emploi et de travail, de lutte contre le chômage. Oui, et j'ai envie de dire à ce concitoyen, à nos concitoyens, que nous en avons encore au moins pour 7 ans. Parce que... De chômage continu. Oui, de chômage continu, de manque d'emploi, d'abandon. Les partenaires au développement ne viendront pas. Le chef de l'État l'a dit lui-même, en demi-teinte, lorsqu'il parlait, il disait que les règles qui régissent la mondialisation, le protectionnisme qui tend à l'isolationnisme, vont impacter négativement sur notre vie. Mais en fait, c'était une manière de vous dire que je ne peux pas vous apporter l'emploi, mais le problème, ce n'est pas moi, c'est la mondialisation que les gens utilisent à mauvais escient. Mais en fait, non, puisque lui-même, il sait, quand il prenait le pouvoir, c'est à ce moment même qu'on orientait la mondialisation avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Donc, si il n'a pas pendant longtemps les 10 points seulement de consensus de Washington, il les a pas appliqués pour venir nous dire aujourd'hui, en 2018, alors qu'il prend le pouvoir en 82, pour nous dire aujourd'hui que, comme vous voyez là, les pays se sont protégés, vraiment, il n'y a même pas grand-chose à faire. Oui. L'industrialisation, il veut nous faire croire. L'agriculture, voilà, de deuxième génération et tout ça. Il va transformer quel produit ici, avec quelle énergie qu'il n'a pas. D'ailleurs, il a vanté les récents barrages construits. Ça existe. Même oui. Bon, il n'a pas voulu nous dire que même le barrage n'est même pas relié au réseau national. Donc, on a conçu le barrage comme si c'était des cartons de tomates qu'on empoisonnait. Alors que c'était pour la production de l'énergie électrique qui devait être alimentée les citoyens camerounais. Mais l'électricité est produite, mais qui reste là. Il n'est pas connecté. Et également, on va dire qu'il y a l'autre fléau, au-delà de ce que vous citez, la mauvaise gouvernance, la corruption qui, on le voit, n'est pas prêt de diminuer d'un petit iota au Cameroun lorsqu'on voit comment on continue à multiplier des cas de gabégie, de népotisme, de gérontocratie et même de pérennisation de la classe dirigeante à travers les concours les plus prisés et prestigieux du Cameroun, comme les NAM par exemple, l'IRIC et autres. Lorsqu'on voit les résultats, on n'a que nos yeux pour pleurer, nous, les pauvres, nous qui n'avons pas la possibilité de rêver, avoir accès à ce type de position. Oui,
je voudrais quand même au moment comprendre comment le septennat, vous l'avez dit, mais le dire en d'autres termes. Si vraiment le chef de l'État actuel voulait lutter contre la corruption, il aurait fait au moins cette petite chose que le révérend Massigaf lui a demandé. Donner la possibilité à la CONAC d'ester en justice. Ça au moins. Mais il demande à la CONAC, au moins ça. Maintenant, la CONAC lui remet tous les rapports et lui ne fait rien avec ces rapports. Mais demande alors, modifie les tests de la CONAC pour que la CONAC puisse rester en justice. Il ne le fait pas. Et vous me dites que ce régime veut combattre la corruption. Je vous dis non. Voilà, alors qu'on a encore des personnes qui vous demandent leur bière pour vous rendre un service pour lequel ils sont même à l'hôpital, vous nous avez dit ça, vous ne sortez pas si vous ne donnez pas ma bière. Ma bière. Donc voilà comment le Cameroun fonctionne, voilà monsieur. Et pour ceux qui pensent que ce septennat ne va pas permettre de résoudre ça, de bannir ça, on est vraiment, on veut être optimiste. Mais vraiment... il faut se désillusionner maintenant. Oui, savoir que on nous a demandé de retrousser les manches, on va retrousser les manches jusqu'aux épaules. Et on va resserrer la ceinture au point où on n'aura même pas de reins pour mettre la ceinture. On va rester comme la guêpe maçonne là, qui n'a même plus de ceinture. En tout cas, ça se voit lorsque dans le pays de la ménagère, que lorsque vous allez au marché, les prix sont de plus en plus hauts pour des revenus qui sont de plus en plus bas. Tendance m'a dit ça, voilà, elle n'arrive même plus à acheter. Mon beau-fils lui a donné 1000 francs pour acheter la tomate d'une semaine. Il a dit que la tomate de 1000 francs ne peut pas suffire pour une semaine. D'accord. Viens que toi-même pour marcher. Comment? Voilà. Quand aurons-nous le plein emploi dans ce Cameroun? Doit-on rêver du plein emploi? Doit-on rêver pour que les jeunes Camerounais aient de l'emploi et quittent le chômage? Doit-on rêver de cela? C'est à vous qu'on pose la question, madame, messieurs. Vous avez vous-même la réponse. Tout de suite, on retrouve Constilamine au plateau B de l'émission Constilamine. C'est à vous. Merci Eric de m'avoir passé la parole encore à l'instant. Alors déjà, je vais dire merci à tous ces téléspectateurs-là qui sont en train de courir du côté bien sûr du comptoir unique après la communication de tout à l'heure. Je reviens à l'instant pour parler de votre complément alimentaire. C'est bel et bien le Von Bio Oméga 3. Oui, après bien entendu la vente des livres du côté du comptoir unique, le concept Salaka s'installe à nouveau dans un autre magasin. C'est bel et bien du côté du magasin 1001 tapis. Cette fois-ci pour parler santé, pour parler bien-être, pour parler prévention des AVC, pour parler réduction des complications du diabète, pour parler également réduction naturelle de la pression artérielle. C'est bel et bien avec votre complément alimentaire pas comme les autres, le Von Bio Oméga 3. Alors revenons sur la présentation de ce complément alimentaire. Que le Von Bio Oméga 3 est un complément alimentaire 100% naturel qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex du côté des États-Unis d'Amérique. C'est un complément alimentaire qui vous permet de réduire les complications du diabète et de prévenir également les complications du diabète. On peut être au début de son diabète, il n'est pas encore compliqué, mais en consommant régulièrement le Von Bio Oméga 3, vous allez prévenir les complications du diabète. Et ceux qui ont déjà un diabète qui se veut compliqué, il est question de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Vos complications ne vont plus jamais s'élever. À côté, bien sûr, de la réduction des complications du diabète, il faut également rappeler que ce complément alimentaire, à savoir le Von Bio Oméga 3, permet également de prévenir les AVC. Les AVC sont dehors, comme dit quelqu'un. Les AVC sont dehors. Donc, pour prévenir les AVC, il est question de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Ceux qui ont les problèmes d'articulation, ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, ceux qui ont les problèmes de crampes, retenez que le Von Bio Oméga 3 est un élément qui vous permet, bien entendu, d'être à l'abri des rhumatismes, des problèmes de crampes, des problèmes d'articulation, parce qu'il permet d'assouplir vos articulations. Il permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle, mais également de permettre de prévenir cette maladie liée au vieillissement, notamment l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3, ce complément alimentaire, permet également de vous donner la bonne humeur en longueur de journée. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire. Alors à présent, parlant du prix, ah ben oui, il est à 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et comment consommer l'oméga 3?
c'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien, c'est une gélule par jour pendant le repas. Et où la voir? C'est au magasin 1001 tapis. Le magasin est situé à Douala, Cameroun, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Ne confondez surtout pas de point de vente. Le seul magasin reconnu par les Américains, par les laboratoires Cedorex, c'est bel et bien le magasin 1001 tapis du concept Salaka. C'est dans ce magasin que vous achèterez votre complément alimentaire tous les jours, de lundi à samedi. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin, c'est comme d'habitude, hein, chers clients, vous connaissez le principe, vous appellerez à nos numéros de téléphone, vous passez vos commandes et nous nous chargerons de livrer à domicile votre complément alimentaire. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on a également cette lotion. Ah ben oui, ce lait de toilette, il est non seulement parfumé, il est médical. Il est médical pourquoi? Parce qu'il permet de protéger la peau des diabétiques, de la nourrir, de la régénérer, bien entendu. Et ça coûte 6 000 francs seulement, cette lotion uniquement pour les diabétiques. Oui, ceux qui ne sont pas diabétiques n'ont pas droit à ce lait de toilette. C'est un lait de toilette qui est réservé uniquement pour les diabétiques. Par contre, le Von Bio Oméga 3, tout le monde peut consommer le Von Bio Oméga 3 à condition, bien entendu, d'être, c'est-à-dire, c'est réservé à partir de l'âge adulte. On peut consommer le Von Bio Oméga 3, ce complément alimentaire qui prévient les AVC, qui réduit les complications du diabète et qui vous permet de sourire davantage. Parce que le sourire, quand on est en bonne santé, on peut sourire comme on veut, on peut sauter comme la tisse parce qu'on est en bonne santé. Et aujourd'hui, être en bonne santé, c'est bien entendu consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire. Les modalités de livraison, appelez, vous serez livré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va lire quelques messages avant de clôturer cette émission, mesdames, messieurs, avec vous, Karine Santia. Sur le plateau, nous sommes vraiment touchés par la situation dans laquelle se trouve votre collègue Mimi Mefo, une brillante journaliste incarcérée sans motif valable. Nous constatons que la liberté d'expression a foutu le camp au Cameroun. Nous demandons sa libération car sa place ne se trouve pas à la prison de New Bell. Je vous suis depuis le Bénin. C'est bon votre rôle de dénoncer les méfaits de votre pays. Courage à vous, merci. Ce qui n'est pas de tout cœur, hein, c'est pas toujours facile de le faire, il faut le dire à ceux qui nous regardent, c'est vraiment avec beaucoup de courage, on va dire que nous marchons avec nos cercueils quand on le fait, quand on voit ce qui se passe. Non, vous souriez, mais c'est très sérieux. Je vous assure, Bengal, c'est très grave, les menaces que nous recevons de par les messages qui arrivent là, c'est extrêmement grave, on dénonce, mais c'est vraiment des risques grands que nous prenons, et l'incarcération aujourd'hui, il me faut prouve encore à suffisance que dans ce pays, il vaut mieux ne pas faire son métier comme il le faut. Il vaut mieux ne pas dénoncer ce que fait le pouvoir. Sinon, vous vous retrouvez dans un contexte où vous êtes fiché, où vous êtes blacklisté, où on vous met à l'écart, où on vous épie, où on vous surveille, on vous file, où on veut tout savoir de tout ce que vous faites. Donc c'est ça, c'est pas facile, bien sûr, c'est pas évident et c'est l'occasion pour nous encore de monter haut et fort nos revendications pour qu'on comprenne que dans un pays, pour qu'une démocratie s'installe véritablement et pour que on en vienne à corroborer les propos de Cavalier qui dit il y a quelques jours lorsque le président Paul Biya prêtait serment, il disait le président Paul Biya a donc apporté la démocratie au Cameroun. Et bien pour montrer et énoncer cela, c'est justement de laisser la presse faire son travail, de ne pas faire ce qu'on fait actuellement, cette obstruction, cette violation répétitive et flagrante de la liberté d'expression. Vous avez pris l'exemple de la France tout à l'heure. Là-bas, un moment, on a voulu interdire le journal qu'on appelle Libération. Oui. Jean-Paul Sartre est allé à la préfecture, on a changé, il est devenu, les associés de Libération sont venus, ils ont nommé Jean-Paul Sartre directeur de publication et le pouvoir a reculé. Comment on peut interdire un journal où Jean-Paul Sartre est directeur de publication? Voilà comment... Mais dans notre pays, le directeur de publication fuit. On vous amène à fuir, on vous contraint. D'abord, on vous bloque pour ne pas construire une entreprise de presse. On vous met dans des situations économiques telles que vous ne pouvez pas honorer vos engagements avec vos collaborateurs. Vous ne pouvez pas honorer les engagements avec le fisc. Vous ne pouvez donc pas vous épanouir. Dans cette situation qu'on est... En fait,
C'est pour dire que nous, on a dépassé même le stade du courage. Nous sommes au niveau de la témérité. Nous nous sommes dit, bêta, on nous tue. Voilà. Mais on ne peut pas rester calme on peut pas rester en voyant en voyant dans quelle situation un régime veut nous mener. Voilà, surtout que... Et surtout, Kabaye dit, il nous a la démocratie et la prospérité. Et le drame, c'est qu'il a même cité cette interview de juillet 1990 avec Yves Morosi, père son âme. Mais de quelle prospérité parle le président de l'Assemblée nationale? Lui-même qui a dit qu'il y a Boko Haram ici ou même à l'hémicycle. D'accord. Il indexe son garde du corps en disant les Boko Haram. Voilà dans quel les gens qui nous gouvernent. Il dit mon garde de corps, mon aide de camp est Boko Haram. On l'emprisonne pour rien et après il est relaxé. On ne sait pas, on ne vous dit jamais rien et on empêche la presse d'enquêter sur le cas de ce Bouba Ismaïla. Voilà, tout à fait. Donc voilà, dans quelle situation on est. C'est bien gentil de nous le dire. Nous sommes tout à fait ragaillardis et reconfortés puisque même nos familles d'ailleurs en souffrent. Continuons avec vous, Karine Sontia. Libérer Mimi Mefo, elle est entièrement dans ses droits. De plus, il n'y a pas de liberté de presse au Cameroun, que le gouvernement arrête de salir l'image du Cameroun au niveau international dans un seul but, conserver le pouvoir. Nous méritons un mieux. Hervé Didier qui nous écrit sur notre page Facebook. J'appelle tous les journalistes et la population à faire une mobilisation devant la prison centrale de Newbel pour la libération de Mimi. Arnold Doum. Je pense que l'arrestation de Mimi Mefo a pour seul objectif de distraire le peuple afin de contrer les actions du MRC. C'est Raoul Fromm qui écrit. Ah, c'est pas exclu, hein. Les gens arrêtent de se mentaliser. Ça n'empêche en rien les actions du MRC. D'ailleurs, ça conforte le MRC dans ce que le MRC dénonce tous les jours au Cameroun. Alors, merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardé, écouté. Ce matin, on va dire que, mais quand même, Charles Hamel, vous ne pouvez pas partir comme ça sans dire un mot. C'est vrai qu'il y a un blackout, il y a un silence, mais permettez-nous au moins de faire une conclusion, je vous en prie. Charles Hamel. Justement, là, à ce moment, je partage son point de vue. C'est-à-dire... Il disait que pour qu'elle parle, il faut que Mimi Mefo soit là. D'accord. Parce que votre ami, Bisa Tiro, m'a fait des déclarations hier qui auraient amené un état de droit à libérer Mimi Mefo aujourd'hui, vendredi même. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, que Dieu bénisse le Cameroun.